Diaspora FM, le journal. À 7h, un arrondissement de la commune de Djidja. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes mardi 13 juillet 2021. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommet de ce journal. L'ancien ministre de la décentralisation Barnabé Dassigli a eu un malaise ce matin à la Criette. C'est au cours de sa déposition dans l'affaire 39 hectares. Un détournement de fonds publics d'une valeur de plus de 73 millions de francs CFA a été constaté à la mairie de Djidja dans le centre du Bénin. Selon les informations, le trésorier de la dite mairie a pris la clé des champs. Et puis le président nigérien Mohamed Bazoum est à Alger. Il a quitté Niamey lundi après-midi à la tête d'une importante délégation composée de 5 ministres, dont celui des Affaires étrangères et celui de la Défense nationale. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide Sethi. Bienvenue à tous et à toutes. Convoqué ce mardi 13 juillet 2021 dans le cadre du dossier de 39 hectares de parcelles à Boumé-Calavi, l'ancien ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale Barnabé Dassigli a eu un malaise à la barre. Face à cette situation inattendue, le juge de séance a suspendu l'audience qui pourrait reprendre dans l'après-midi. Au cours de sa déposition à la deuxième audience de l'affaire 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi, le préfet Jean-Claude Kodia reconnaît avoir demandé à l'ancien maire Georges Bada, à travers une correspondance en date du 17 novembre 2016, de procéder au dédommagement de Dame Corinto, conformément à la décision de justice, rapporte le matinal. Il notifie que lui-même a reçu une correspondance de l'ancien ministre de la décentralisation Barnabé Dassigli, lui demandant de vider le dossier. Le préfet soutient qu'il a envoyé cette correspondance parce que, ayant reçu lui-même une note de l'ancien ministre Barnabé Dassigli en date du 9 novembre 2016 et qui demandait à ce que ce dossier soit vidé. Nous avons appris tout à l'heure même que l'audience a repris de l'autre côté de la Criette. La rédaction de Diaspora FM va suivre de près ce dossier. On reste à Boumé-Calavi. Des conseils du parti bloc républicain BR de la dite commune ont manifesté leur mécontentement face à la gestion du maire Angelo Awandjinou. Ils l'ont fait savoir en conférence de presse la semaine écoulée après avoir boycotté le vote du collectif budgétaire. Je vous invite à suivre l'analyse de quelques journalistes et spécialistes des questions de gouvernance locale. C'est au micro de Carole Olaye. Ces conseillers communaux du bloc républicain de la commune d'Abomey-Calavi dénonçaient le 6 juillet dernier la gouvernance du maire Angelo Awandjinou. Une sortie médiatique qui fait suite à une première manifestation de leur désaccord par abstention lors du vote du collectif budgétaire 2021. Selon l'expert en gouvernance locale, Franck Kinivor, c'est une manière d'interpeller le maire sur sa gestion. Il y a une différence entre s'abstenir, donc ne pas émettre un vote contraire, et de voter contre le budget, le collectif budgétaire numéro 2 du maire. Donc ils n'ont pas voté contre le collectif budgétaire, mais ils se sont abstenus. C'est une forme de protestation pour dire nous ne sommes pas d'accord. Et ça, ce n'est pas encore la crise dont parlent les gens sur les réseaux sociaux. Lorsque le maire dispose d'une majorité absolue
qui l'accompagne pour diriger la commune, on ne peut pas parler de crise alors que sa majorité est restée fidèle et loyale au maire. Mais ce qui est intéressant, c'est que des conseillers puissent apporter des contributions pour améliorer la gestion de la commune. Entre autres manquements reprochés au maire, la prévision d'un montant de 150 millions pour l'achat des kits scolaires aux enfants démunis de la localité et la gestion du foncier, un logiciel mis en place par la mairie en partenariat avec une entreprise privée pour enrôler les conventions de vente de parcelles fixées à 5 000 francs qui ne seraient pas payées au guichet unique et donc sans aucune traçabilité. Des contrevenances qui relèvent du manque de concertation et qui pourraient avoir de lourdes conséquences si rien n'est fait selon les journalistes politiques Marcel Zoumenou et André Dossa. Il y a déjà eu au niveau de certaines de nos villes des tentatives de destitution de maires. On n'en est pas encore là au niveau de Calavi, mais généralement vous savez ça démarre quelque part, ça commence quelque part. Les conseillers du bloc républicain ont décidé de mettre les pieds dans les plats en portant sur la place publique ce que peut-être ils ruminait en toute discrétion au niveau de la gestion de la ville de Calavi. Il est important pour le maire d'ouvrir sa gestion, d'en faire une gestion collégiale, de parler avec ses conseillers et de discuter pour que toutes ces déclarations ne se transforment en des votes de méfiance et nous allons reprendre avec le cycle de limogeage des maires. Ce ne serait pas bien pour la démocratie et bien pour la réforme du système partisan qui est engagé actuellement. Face à ces défections, la réaction du maire Angelo Arondino se fait toujours attendre. Merci à vous, Carole Olayi. L'acquisition d'une voiture requiert une procédure bien définie par le Code des douanes. C'est une procédure à plusieurs étapes dont la connaissance s'avère nécessaire pour tout acheteur. Comment dédouaner alors un véhicule au Bénin? Nous avons posé la question au déclarant en douane, Georges Puidencio. Suivez ses explications. Vous allez sur un parc, vous achetez une voiture, vous avez droit à ce qu'on appelle le connaissement. C'est-à-dire c'est un document qui vient avec la voiture, qui renseigne l'administration par rapport à tout ce qu'il y a sur la voiture, l'année de la voiture par exemple, vous voyez, le châssis de la voiture, tout ça. Donc vous avez droit au connaissement, vous avez droit à une carte grise qu'on vous donne. Et lorsque vous avez la carte grise et le connaissement, vous allez vers celui qu'on appelle communément déclarant en douane ou transitaire, comme moi par exemple. Donc lorsque vous venez chez moi, eh bien moi je vous prends le connaissement et la carte grise et je me rapproche, n'est-ce pas, d'un commissionnaire en douane. Parce que nous autres, on n'est pas connus par la douane. Nous sommes dans le circuit informel. Mais les commissionnaires en douane, ce sont ceux-là qui sont reconnus par la douane. Donc on se rapproche d'eux avec le connaissement et la carte grise. Et eux autres maintenant, ils produisent ce qu'on appelle une déclaration qui est complètement officielle. Hein. Et c'est sur cette déclaration, c'est un document sur lequel ils renseignent l'administration douanière par rapport au véhicule. Donc ils mettent sur la déclaration le nom du propriétaire, celui qui achète la voiture normalement. On met son nom dessus, on met le nom de la voiture, on met l'année, on met le châssis, on met tout ce qu'il faut. Et on met le prix également de la voiture au niveau de la déclaration que le commissionnaire en douane nous donne. Le transitaire, nous autres, nous prenons cette déclaration, on se rapproche de l'administration douanière. Et au niveau de la douane, eux autres, ils vérifient si tous ces documents-là sont conformes, si tout ce qu'il y a sur le document, la déclaration est conforme, si le prix à payer est conforme, parce que le prix à payer dépend de l'année de la voiture. Donc, lorsque le douanier, il regarde tout cela, il voit que c'est OK, il valide ces informations-là qui rentrent dans le système de la douane. Or, n'oubliez pas que la douane est connectée avec la DTT, l'Interpol. Donc, ces renseignements-là, par rapport à la voiture, sont intégrés dans le système. Ensuite, nous quittons la douane, on va à la banque pour payer le droit, n'est-ce pas, par rapport au droit de dédouanement, par rapport à la voiture. Donc, c'est à la douane, c'est à la banque qu'on va payer. Et lorsque nous payons au niveau de la banque, nous avons une quittance. Avec cette quittance, maintenant, on amène le véhicule au niveau de l'Interpol qui vérifie qui vérifie de visu, si effectivement tout ce que nous avons donné comme renseignement et tout est OK. Donc, eux autres, ils vérifient effectivement. Et lorsque c'est fait, ils valident également à leur niveau. Lorsqu'ils valident à leur niveau, eh bien, la DTT est informée. N'oubliez pas. Donc, lorsque nous quittons l'Interpol, on va au niveau de la DTT qui nous produit maintenant une nouvelle carte grise, c'est-à-dire la carte grise du Bénin, ainsi que la plaque. Et c'est à partir de ce moment-là que on peut se dire propriétaire d'une voiture. Lorsque vous avez accompli toutes ces formalités-là, eh bien, vous avez la plaque et la carte grise. Voilà à peu près abrégé comment on peut dédouaner une voiture.
La fête nationale du 1er août sera célébrée dans la sobriété, sans manifestation nécessitant des regroupements de personnes. Comme l'année dernière, il n'y aura pas de défilé et autres réjouissances. Ainsi en a décidé le gouvernement. La principale raison évoquée est la crise sanitaire de la COVID-19. Nous avons recueilli l'avis de quelques citoyens sur cette décision. Ils sont au micro de Clémence Tonoucoin. À mon humble avis, d'abord, c'est une décision juste. Parce qu'aujourd'hui, avec la COVID-19, personne ne comprend plus rien. Alors, je crois que la prudence nous invite à prendre du recul. Comme c'est dit en général que pour éviter cette maladie, il faut garder la distance. Il faut éviter les regroupements. Je crois qu'un État responsable doit aller vers cette décision-là, éviter les regroupements. En général, pour la fête du 1er août, c'était pas une fête qui m'a toujours intéressé. Parce que moi, je ne nous voyais pas indépendants. Et la fête du 1er août ne doit pas être une grande fête pour nous, mais une journée de réflexion. Ça m'a beaucoup désolé parce que c'est une fête parmi tant d'autres qui représente beaucoup pour le pays. Par exemple, chez moi, dans le Mono, ça représente vraiment quelque chose de très très spécial. Puisque je me rappelle que j'avais fêté une fois cette fête dans mon village et lorsque j'étais parti, la télévision était restée non allumée pendant près de 2 semaines. Et à cause de cette fête nationale, on a tout fait pour allumer la télé. Juste pour regarder le défilé militaire, le défilé civil. Ça, même si on n'est pas sur les lieux, la retransmission même de cet événement apporte vraiment un engouement très 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 positif dans les lieux même les plus reculés du Bénin. La crise, elle est mondiale. Ça veut dire que le gouvernement, il aime sa population parce qu'il a organisé la fête de l'indépendance d'une nation. Vous imaginez, il y aura beaucoup de monde. Donc c'est ce point qu'ils ont pris cette décision. L'adhésion, elle est louable. On ne peut que remercier l'État pour cette décision. C'est une bonne décision parce que ce n'est pas seulement pour cette pandémie. Pour une fête, on va passer des défilés, on va faire des tours. Ça nécessite des dépenses. Ça peut endetter le gouvernement ou bien ça peut endetter l'État béninois. Mais si on élimine ces genres de dépenses, on peut toutefois utiliser dans d'autres domaines pour pouvoir contribuer à l'économie béninoise. Un détournement de fonds publics d'une valeur de plus de 73 millions de francs CFA a été constaté à la mairie de Djidja dans le centre du Bénin. Selon les informations, le trésorier de la dite mairie a pris la clé des champs. C'est la saison des révélations dans l'administration publique au Bénin, alors que le pays est en train de chercher à comprendre ce qui s'est passé à l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, où des milliards ont été détournés. C'est le tour de la mairie de Djidja, une commune du département du Zou. En effet, après un audit initié par l'inspection générale des services du Trésor pour vérifier la gestion financière au niveau de cette mairie, le trésorier communal a quitté son poste pour éviter les vérifications. Depuis le 22 avril 2021, le cadre de la mairie n'a plus fait apparition à son poste et personne n'a eu de ses nouvelles. L'inspection générale des services du Trésor a donc décidé le 17 juin passé, bien entendu, de forcer le bureau du trésorier en cavale et le coffre-fort de la mairie pour faire ces vérifications. En présence d'un huissier de justice, de la sœur de l'agentier disparu et du trésorier communal par intérim, le coffre-fort a été forcé et il n'y avait pas un seul franc à l'intérieur. Après des fouilles dans le bureau, une somme de 364 277 francs CFA a été réunie en espèces. Selon les informations, l'audit réalisé a révélé que la somme de 73 450 124 francs CFA a disparu des caisses de la mairie et s'est envolé avec le trésorier. Ce dernier était en poste à Djidja depuis 2018 où il est arrivé après avoir quitté le même poste de la mairie à la mairie de Gogounou 2016-2018. L'inspection concernait sa gestion depuis 2016 à 2021. Éducation à présent. Le collectif des enseignants préinsérés du ministère des enseignements maternels et primaires, CEPIMAMP, réclame un contrat de 12 mois sur 12 afin de subvenir aux besoins essentiels
de cette période des vacances. Invité sur l'émission spéciale Le Décryptage sur Eden TV, le porte-parole du gouvernement a rassuré de la bonne foi du président Patrice Talon. Écoutons Wilfried Léandre Humbedji. Oui, c'est bien une préoccupation que le gouvernement connaît, puisque les secrétaires généraux confédéraux ont pu la porter à l'attention du gouvernement. Et si demain une décision est prise à cet effet, vous la connaîtrez. Dans tous les cas, si le gouvernement a les moyens aujourd'hui de payer 12 mois sur 12 à ses aspirants, c'est avec beaucoup de bonheur qu'il le ferait. Si on ne le fait pas, ce n'est pas parce qu'on ne le veut pas. Tout le monde sait maintenant qu'il y a des priorités, il y a plein de secteurs qui nécessitent des investissements, autant que les aspirants ont envie qu'on leur donne les 12 mois. Donc l'État et le gouvernement font les arbitrages qu'il faut et font les affectations aussi qu'il faut. Si demain les conditions sont remplies, c'est avec bonheur, comme je disais, qu'on paierait 12 mois sur 12. L'enseignement lui-même, c'est déjà un sacerdoce. Et il y en a qui viennent de faire 2 ans, il y en a qui y sont depuis 30 ans, depuis 20 ans, et ils accomplissent le même sacerdoce. Ceux qui ont fait 2 ans, si le cœur leur dit de continuer, et tant que nous avons besoin de mettre les enseignants à la disposition de nos enfants, ce qui est le cas, ils seront sollicités. Libre à eux ensuite de dire oui, moi l'expérience m'étend, je veux continuer, ou bien je ne veux plus. Et en ce moment, on donnerait la chance à ceux dont vous parliez tout à l'heure, qui seraient dans la base de données et qui n'ont pas encore été invités. Le 1er septembre 2021, c'est l'ultimatum accordé aux occupants illégaux du domaine public maritime justant l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganty de Cotonou dans la zone de Fieillon 1. C'est à travers un communiqué conjoint signé du ministre du Cadre de Vie et du Développement durable José Didier Tonato et de son collègue de la gouvernance locale Raphaël Akoteignon que l'information est rapportée et apportée aux occupants illégaux de ce lieu public. La zone indiquée a été illégalement occupée suite à une opération de lotissement non approuvée par les autorités habilitées, aussi pour les nécessités des travaux d'aménagement urbain et paysager de la zone balnéaire de la route des pêches. Les occupants de cette portion sont priés de libérer les lieux au plus tard le 1er septembre de l'année en cours. Les riverains usagers de la voie pavée derrière la poste et passant devant l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM, ancien INE du quartier Bégamé Aïdodo de Cotonou, n'en peuvent plus. L'inondation répétitive de ce tronçon qui dure depuis 2 décennies plonge leur commerce dans la faillite et détériore la qualité de vie. Reportage Moria Nouagua. C'est avec colère, désespoir et désolation que nous ont accueillis les usagers et riverains de la route Bégamé Aïdodo qui passe devant l'École nationale d'économie appliquée et de management. Et pour cause, ils sont fatigués d'appeler toutes les fois et devant les caméras les autorités municipales et gouvernementales au secours pour asphalter ce tronçon qui est tout le temps sous l'eau en saison pluvieuse. C'est malheureux, ça dure depuis plus d'une décennie. Je vais dire pratiquement même plus de 15 ans. Et les autorités municipales, à chaque fois, à chaque saison pluvieuse, ils chaussaient leurs bottes pour venir passer par ici. On fait semblant à la population de trouver des solutions. Mais c'est triste, on a tout dit, les gens ont tout fait ici. Des délégations se sont rapprochées des autorités, mais ils n'ont rien fait pour ce quartier. Il y a des travaux qui ont été exécutés à coût de millions ici. L'argent du contribuable a été investi ici, mais toujours pas de solution. Après, on nous fait on sort des chiffres faramineux pour dire que des travaux ont été exécutés. Venez voir ce qui a été fait. C'est encore noyé dans l'eau. C'est pas bon. Ça, là, nous sommes même fatigués. On a plusieurs fois alerté les chefs quartiers, les membres de la mairie, mais rien ne change. Donc, nous sommes juste fatigués. On les regarde faire seulement. Ça fait très très longtemps. Chaque fois on alerte, mais on ne trouve jamais de solution. Depuis des années, vous venez, vous filmez, mais pour repartir, il n'y a pas d'amélioration. On fait comment? Les désagréments qu'ils subissent sont de tous ordres, à savoir économiques, sanitaires et environnementaux. Les clients n'arrivent pas à venir. Les clients ne peuvent pas passer dans l'eau pour venir. Donc on est obligé de vivre comme ça. C'est pluvieuse, c'est la mévente complètement. On quitte le bureau, on rentre dans l'eau. Dans nos bureaux, l'eau rentre. Donc on ne peut rien. Et vous imaginez qu'il y a trop de commerce sur la ligne. Tout cela doit payer les impôts. Les autorités, en voyant ça, est-ce qu'eux-mêmes ils peuvent traverser les flaques d'eau et aller faire quoi que ce soit ici?
qui peuvent se rapprocher d'un commerce ici. Je peux me mettre bien maintenant, mais je vais vouloir sortir, je vais voir de l'eau, je vais me retourner. Une fois de plus, les usagers et riverains de cette route lancent un appel aux autorités compétentes. Nous allons les inviter dans cette période d'asphaltage-là. Ils n'ont qu'à penser à notre voie là. On doit croire que la première phase d'asphaltage, ils vont commencer par ici. Malheureusement, ils avaient choisi d'autres endroits. Mais j'aimerais que la deuxième phase, ça puisse commencer par ici. Oui, une fois de plus encore, nous leur demandons de penser à ce quartier. Cette route passe tellement que... Mais allez, promenez vos micros devant les ministères, devant les autorités. Ils vous diront, autant qu'ils sont, ils voient tout ça. Mais nous leur disons pardon de penser à ce quartier. Monsieur le maire de Cotonou, venez nous réparer cette voie-là. Merci beaucoup. Avec un brin d'espoir, les usagers et riverains de ce tronçon de Gbegame à Idodo espèrent que la deuxième phase du projet asphaltage prendra en compte cette voie très empruntée par les autorités béninoises. Page culture au cours de cette édition, elle s'appelle Na Nonfonkba. Princesse en passe d'être couronnée dans quelques jours au sein de la lignée Glele. Ce dimanche 12 juillet 2021, elle a montré une fois encore sa disponibilité au service de ses ancêtres. C'est à travers une visite au palais du roi et à la reine mère Na Zoindi à Abomey. Frédéric Espoir Mamou. Ce dimanche 11 juillet 2021 est un jour spécial pour la future couronnée Na Nonfonkba. Accompagnée des membres de l'association des princesses d'Abomey, elle est allée faire allégeance aux autorités royales d'Abomey. Désignée depuis quelques semaines par ses ancêtres à travers l'oracle, Na Nonfonkba n'a pas encore reçu son diadème qu'elle montre son attachement à la tradition. C'est à ce titre qu'elle a rendu visite à leur majesté le roi Dada Kefa Sagbadou Glele et Anna Zoindi ce dimanche. Après consultation de l'oracle, j'ai reçu son pouget à la maison. Et moi j'ai pris ça, je l'ai béni. Et aussitôt, une semaine après, je l'ai amené voir ce même roi qu'on a vu. Et le roi aussi a béni ça et dit, bon, tu n'es pas sûr pour aller s'installer en Europe, hein, qu'on ne vient pas tricher nos us coutumes et puis s'en aller. Elle a assuré si elle était. Si la saison sèche, il faudrait qu'elle fasse ça parce qu'elle a un rôle à jouer aux côtés du roi. Cette démarche de la future couronnée, selon les gardiens de la tradition, à l'image de Degbe Agoliagbo Mitodaro à Danrouton, est une démarche fort louable. Je ne vois pas les nains déjà consacrés venir faire allégeance à la mère du roi Glele. Et donc, ce qu'elle vient de faire, pour moi, c'est une démarche noble qui l'honore. Et je crois que, devenue nain, elle fera davantage et elle pourra servir d'exemple pour toutes celles-là. Pour la présidente de l'association des princesses d'Abomey, association dont fait partie la future couronnée Na Nonfonkba, c'est un honneur d'avoir un membre comme elle. Incommensurable est ma joie de voir Nan aller s'incliner devant les têtes couronnées de sa ville natale. Et les mots me manquent surtout pour exprimer ma joie. Je prie l'Éternel des armées, je prie le man de nos ancêtres à l'accompagner dans sa noble mission. Après le tour de ces palais et avant les réjouissances qui ont suivi la visite aux têtes couronnées, des libations ont été offertes aux ancêtres, toutes choses qui ont été approuvées par ces derniers. Merci beaucoup à vous, Frédéric Espoir Oumambou, pour cette visite de Na Nonfonkba à cette tête couronnée, le roi d'Abomey, Sagbadou et Anna Zoindi à Abomey. Cotonou accueille très bientôt un festival dénommé Festival Zogben. Il s'agit d'un festival qui vise à contribuer efficacement au développement du Bénin. Ce festival qui aura lieu du 17 au 23 septembre est décliné ici par la présidente de la dite plateforme, Imelda Bada.
Vous aurez donc l'art culinaire avec le village de la restauration qui vous mettra à disposition plusieurs plats béninois reliant le Bénin du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous aurez également des stands de boissons et de jus du terroir béninois. Vous aurez également l'art ludique avec les jeux comme le Hadji, le Buntu, le Coco Madas Dicodé, etc. Vous aurez également l'art visuel, l'art corporel, l'art musical, l'art oratoire et bien d'autres surprises encore. Donc, les compagnies professionnelles seront là pour vous présenter des spectacles authentiques, décalés et réjouissants. Ce serait une parenthèse enchantée qui illuminera la fée des vacances sur le territoire et rassemblera autour d'un beau projet culturel. Le festival Zogouin s'ambitionne se placer au cœur d'une culture populaire de qualité touchant un vaste public africain et béninois de tout âge et de tous horizons. Cette fête culturelle qui prend racine fait la part belle aux compagnies émergentes et aux créations. Le festival Zogouin se veut porte-voix du Bénin à travers son patrimoine culturel immatériel dans tous les pays où il s'installera dans les éditions à venir. De nos sources, de l'autre côté de la criette, reprise de l'audience après le malaise de l'ex-ministre d'Assegli, l'audience du jour a repris son cours à la criette. Toutes les personnes qui ont acquis des parcelles sur le domaine de 39 hectares appartenant à Dame Corinto Zossou ont été répertoriées par le président des séances. Il s'agit entre autres des cadres de la mairie d'Abomey-Calavi, des conseillers communaux et autres particuliers impliqués dans le dossier. À présent, les informations au-delà de nos frontières. Les nouvelles africaines et internationales. Le président nigérien Mohamed Bazoum est à Alger. Il a quitté Niamey lundi après-midi à la tête d'une importante délégation composée de 5 ministres, dont celui des Affaires étrangères et celui de la Défense. Mohamed Bazoum doit s'entretenir plusieurs fois avec le président algérien sur les relations bilatérales entre les deux pays, dans un contexte de changement en profondeur de la lutte contre le terrorisme islamiste au Sahel. Ce déplacement revêt une teinte diplomatique particulière. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a adopté lundi un nouveau code électoral, un texte défendu par le ministre de l'Intérieur issu du dialogue politique lancé en 2019 par le chef de l'État sénégalais avec en perspective les élections locales de janvier 2022 avant les législatives et la présidentielle de 2024. La majorité se félicite d'avancées majeures, mais l'opposition dénonce un recul démocratique. En Côte d'Ivoire, la réconciliation nationale ne semble pas encore à l'ordre du jour. Lundi 12 juillet, le secrétaire exécutif du RHDP, Adama Bik Togo, a vivement réagi à l'intervention de Laurent Gbagbo samedi 10 juillet à Daoukro. L'ancien président ivoirien avait déclaré qu'il se tenait au moment de l'élection présidentielle aux côtés de ceux qui luttent contre le 3e mandat du chef de l'État, jugé contraire à la constitution ivoirienne. Si Laurent Gbagbo affirmait samedi que la réconciliation résidait avant tout dans le respect des textes de loi, Adama Bik Togo a quant à lui estimé que ce terme recouvrait surtout le développement économique, tout comme la stabilité, et qui lui préférait d'ailleurs celui de cohésion sociale. Et c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Mise en onde Emmanuel Agbodjelou, chef d'édition d'Ogkassa Wangan, présentation Aristide Setin. Mais avant de partir, retenez cette pensée de l'artiste. C'est un artiste ou un philosophe également. Félicité de Genlis qui dit « Il n'y a point de véritable amitié sans une confiance entière ». Félicité de Genlis nous dit « Il n'y a point de véritable amitié sans une confiance entière ». On se retrouve dans une minute pour l'émission Réaction à l'actualité. De l'éducation à la culture, de la culture à la politique. Informons-nous sur Diaspora FM, la 102.3, la radio du développement local, du développement local, du développement local, du développement local.